je vous souhaite une bonne écoute et un bon webinaire. Merci Anouk. Merci Anouk. Donc je vais partager l'écran en direct. Voilà. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Karine Mamou, cofondatrice de l'agence Sava avec Valeria Castelletto qui va prendre la parole avec moi sur cette réflexion autour des attentes des consommateurs. Sava, c'est une agence de tendance et communication. Nous accompagnons les marques sur leur stratégie, sur comment renforcer leur alignement, comment faire résonner leur ADN avec les attentes des consommateurs, avec les tendances du marché, et comment raconter des histoires qui génèrent de l'émotion. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler des comportements de consommation et quel impact cela va avoir sur la communication et comment les marques peuvent y répondre. On a fait notre analyse, nos recommandations pour le secteur du fashion retail, mais c'est des pratiques, des idées, des pistes qui peuvent être déclinées sur tout autre type de secteur dans le retail. Alors, avant de commencer, quelques points sur les fondamentaux de la communication en sortie de crise. Il y a 3 points qui nous ont semblé importants. Premièrement, c'est le fait d'annoncer de façon claire les dispositions qui vont être mises en place pour la reprise des points de vente, parce qu'il y a beaucoup de flou là-dessus. L'idée, c'est vraiment d'informer et de rassurer sur les nouveaux horaires d'ouverture, sur la manière dont les clients vont être reçus en magasin, la manière dont les marques vont respecter la distanciation sociale. Est-ce qu'il va y avoir des horaires aménagés? Combien de personnes il va y avoir en magasin? Est-ce qu'il va y avoir la distribution de produits de nettoyage, les mesures aussi qui vont être mises en place pour nettoyer les magasins après le passage des clients, nettoyer peut-être les cabines d'essayage. Il y a des marques qui envisagent de steamer, c'est-à-dire de passer à la vapeur les vêtements pour qu'ils soient décontaminés, plus propres pour le client d'après. Enfin voilà, c'est toutes ces mesures-là dont il faut parler. Il faut aussi parler de tout ce qui va concerner les employés, pas uniquement les employés en magasin, mais aussi la sécurité des employés au siège et à l'entrepôt. Parce qu'on l'a vu pendant ce confinement, ça faisait partie de la préoccupation des consommateurs. Ils étaient très sensibles à la manière dont les marques considéraient et prenaient en charge, traitaient leurs collaborateurs. Et puis, pour les marques qui ont arrêté l'envoi des commandes, qui ont stoppé les livraisons, peut-être expliquer comment ces livraisons vont repartir. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est toujours bien de faire un retour d'expérience sur l'incidence que la crise a eue sur la marque, sur l'entreprise, et puis de valoriser les victoires. Des victoires, ça peut être des victoires, les victoires de la marque, d'avoir pu contribuer à aider les hôpitaux, à soutenir les hôpitaux. Ça peut être des victoires collectives, des nouvelles manières de travailler avec vos collaborateurs, des petites victoires individuelles. Je suis sûre qu'il s'est passé des choses positives pour vous pendant cette période. Et c'est ces choses-là qui sont importantes à mettre en avant pour parler de la résilience de la marque et de sa capacité à rebondir. Et puis, il est toujours de bon ton d'avoir une pensée pour les personnes qui ont été touchées. Voilà, donc ceci dit, nous allons parler des tendances de consommation qui ont émergé ou pour certaines qui se sont confirmées pendant cette période de crise. On en a identifié 6. Donc, premièrement, c'est le renforcement de la vente en ligne, la quête de sens, le besoin de transparence, la solidarité comme réponse à la crise, un recentrage local et national et une baisse du pouvoir d'achat. Alors, comme on a une demi-heure pour échanger, on a pris le parti de vous parler en détail des 3 premières, surtout parce que c'est celles qui vont avoir le plus fort impact sur la communication. Alors, première tendance qui est le renforcement de la présence en ligne.
Alors, on a vu que pendant cette période de confinement, la place d'Internet a joué un rôle considérable, un rôle central dans le quotidien des communautés, des consommateurs. D'abord parce qu'il y a eu un report par la force des choses des achats du retail vers l'e-commerce. Les magasins physiques étant fermés, les gens ont favorisé des commandes sur Internet. Est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer après la crise, après le déconfinement? Probablement que oui. D'une part parce que la peur de la contagion, la peur du virus, c'est quelque chose qui va rester encore et qui est toujours présent. Et d'autre part parce qu'il va y avoir des contraintes de réception des clients dans les magasins qui vont peut-être décourager les clients de se rendre sur le point de vente, comme le fait de faire la queue, par exemple. Alors, c'est quoi l'enjeu des marques face à ça? C'est vraiment de continuer à faciliter les achats en ligne à travers des nouveaux services. Ça peut être, par exemple, comme proposer des rendez-vous avec un vendeur, un coach, un personal shopper sur Skype, sur Zoom, pour échanger avec le consommateur sur ses envies et lui proposer et lui pousser des produits. Ça peut être des actions de communication pour commencer à contacter ses meilleurs clients et leur proposer des rendez-vous individualisés en magasin. Et ça peut être la mise en place de services un peu plus évolués, comme par exemple tout ce qui est réalité virtuelle pour faciliter l'appréhension des produits chez soi, un peu comme fait la beauté. Dans le secteur de la beauté, il y a énormément de réalité virtuelle qui permet d'essayer les produits sans se déplacer. Voilà, donc l'idée, là, c'est vraiment de développer des services pour faciliter l'achat et préserver un maximum de chiffre d'affaires. Autre chose qu'on a vu pendant la crise, pendant le confinement, c'était le fait que les consommateurs se sont rués de manière massive sur les plateformes sociales, sur les réseaux sociaux, parce que ça représentait une plateforme ouverte sur le monde, parce que c'était un lien avec sa communauté. C'était un lieu aussi où on allait chercher de l'information et c'était un lieu où on allait chercher du divertissement. Donc, on l'a tous vu, hein, le temps passé sur les réseaux sociaux a considérablement augmenté. L'Institut Kantar Media dit qu'il a augmenté de 61% par rapport à avant la crise. Et ça confirme vraiment que les réseaux sociaux sont des carrefours d'audience et ce sont les endroits où sont votre communauté, où sont vos consommateurs. Alors, comment les marques en ont profité pour communiquer différemment? On a vu l'explosion de tout ce qui est live streaming. Live streaming, c'est quoi? C'est des contenus vidéo qui sont diffusés en direct sur la plateforme, sur Instagram ou sur Facebook. Le live streaming, c'était quelque chose qui existait avant. Mais avant, les live streaming, c'était plus un contenu, c'était plus un événement qui était retransmis en direct, comme par exemple un défilé. Les live streaming, après la période de confinement, après la crise, c'est différent. C'est du contenu qui est diffusé en direct, mais c'est du contenu qui est conçu pour les réseaux sociaux, pour la communauté, où une personne prend la parole face caméra et s'adresse directement à la communauté sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la première chose, la première différence. Et la deuxième différence, c'est qu'il y a une interaction. Soit une interaction avec une personnalité invitée, soit une interaction avec la communauté sur les réseaux sociaux à travers tous les messages qui sont envoyés en direct. Pour les marques, donc ça a été un carton, on en a vu tous fleurir très souvent dans la journée. Pour les marques, l'intérêt, c'était que ça leur permettait de se départir de leur communication habituelle et de communiquer sur un nouveau format qui était beaucoup plus direct et beaucoup plus spontané avec leur communauté. Et puis, ça avait aussi un avantage en termes de visibilité, puisque les lives, ils sont visibles en priorité sur les réseaux sociaux. Donc, ça permettait à la marque d'émerger dans tout ce brouhaha de communication auquel on a pu assister. On a repéré des initiatives intéressantes, comme par exemple celle de Sephora. Sephora a complètement bousculé sa ligne éditoriale pendant le confinement. Ils ont
énormément consulté la communauté, ils leur ont demandé ce qu'ils souhaitaient voir, quel type de produit les intéressait. Enfin, ils les ont énormément questionnés pour comprendre leurs attentes. Et puis, ils ont mis en place un contenu avec leurs ambassadeurs maison qui ont pris la parole face caméra dans des lives où ils ont partagé des tutos, où ils ont partagé des tips, des bonnes pratiques, où ils ont répondu à des questions de consommateurs, où il y a eu des échanges en direct. Et ils ont aussi interviewé des personnalités, comme ici la directrice artistique d'une marque de beauté. Donc on se rend compte que la marque devient de plus en plus un média qui diffuse du contenu de divertissement sur les réseaux sociaux. Autres initiatives qu'on a trouvées intéressantes et qui sont complètement différentes. La première, c'est Manucuriste, une marque de vernis bio qui a multiplié les lives pendant le confinement où la fondatrice invitait des personnalités. Là, c'est une journaliste, Valérie Tribe, et une influenceuse. Et ce qu'on a trouvé intéressant dans ce format d'échange, c'était que c'était un format qui était complètement impromptu. C'était une discussion à bâton rompu. La fondatrice le disait elle-même, elles n'ont pas préparé la discussion avant, elles n'ont pas préparé l'échange. Et donc, il y a un micro qui est ouvert. Hein. Je m'entends résonner. Ouais. Je crois que c'est Est-ce qu'on peut tous, un petit rappel, est-ce qu'on peut tous couper les micros? Merci beaucoup. Merci. Et donc voilà, donc la fondatrice a pris, donc voilà, la fondatrice disait que l'échange n'était pas préparé, donc c'était une discussion à bâton rompu. Et au-delà du jugement de si c'est bien ou pas de faire ça et de laisser des moments de flottement, des moments de vide comme ça dans la conversation, ce qui est intéressant de voir, c'est que la posture des marques, elle change complètement. On est passé d'une communication qui est ultra figée, où les mots sont sous-pesés, où tout est préparé, où on donne à voir ce qu'on a envie de voir, à une communication complètement freestyle, sans filet, voilà, où tout peut arriver. Et c'est ça qui plaît aux consommateurs, c'est ça qui fait qu'il y a un engouement pour ce type de format et que les gens sont là pour y assister, pour découvrir de l'information ou en découvrir plus en tout cas sur la marque. Autre exemple, c'est Rosae, c'est une petite marque de prêt-à-porter. La fondatrice disait qu'elle n'avait pas les moyens en période de confinement de shooter sa collection. Le confinement oblige. Donc, elle a présenté ses pièces sur elle, voilà, en les essayant, en racontant l'histoire de sa collection. Et ça rendait, ça donnait un rendu assez spontané, assez simple, assez direct, assez, voilà, ça donnait beaucoup de proximité à la marque. Et je crois que c'est ce qui plaît maintenant aux consommateurs, de voir simplement les choses telles qu'elles sont. Et puis un autre exemple, un dernier exemple un peu plus loin, en Chine, sur WeChat, donc le réseau social qui est un peu l'équivalent d'un Instagram amélioré, puisqu'il y a d'autres fonctions aussi qu'on n'a pas, nous, sur nos réseaux sociaux. Sur WeChat, les marques prennent régulièrement la parole pour faire des lancements de produits, et ça a été le cas, c'est le cas de L'Oréal, qui, dans le cadre d'un live, lance une nouvelle gamme de produits. Voilà, donc les lives, c'est un format qui peut se décliner sur différentes prises de parole, comme le lancement de produits, d'une collection. L'inspiration, ça peut être un styliste qui donne des idées de style, de tenue. Ça peut être la mise en avant de collaborateurs, le partage de coulisses. Enfin, voilà, il y a tout un tas de pistes sur lesquelles la marque peut prendre la parole comme ça en direct, face caméra, et en instaurant un échange avec sa communauté. Les bénéfices, c'est forcément l'authenticité, l'engagement, le dialogue, la proximité avec la marque. Et les limites, on les a déjà vues pendant le confinement. Les limites, c'est qu'il y a un embouteillage à certains créneaux horaires qui font que beaucoup de marques prennent la parole en même temps. Et puis on va arriver à une boulimie d'informations sur Instagram. Mais bon, c'est quand même un format qu'il faut garder en tête parce que il semblerait qu'Instagram va prendre en compte, enfin l'algorithme d'Instagram va prendre en compte les lives pour faire émerger les marques sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et puis les lives sont aussi importants dans le cadre du social shopping.
Alors, le social shopping, c'est quoi? C'est le shopping, mais directement sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sans sortir de l'application, en natif. C'est quelque chose qui n'existe pas encore en France, mais c'est l'objectif numéro 1 d'Adam Mosseri, le fondateur d'Instagram, pour 2020. L'application existe déjà. Ça s'appelle Instagram Checkout et c'est en test aux États-Unis avec des grandes marques de retail. Et l'idée, c'est que le consommateur a déjà préenregistré sa carte de crédit dans l'application et qui peut acheter comme ça en 2-3 clics directement sans sortir de l'application. Et voilà, donc ça lui fait une expérience d'achat beaucoup plus simple que ce que peut proposer maintenant le réseau social. L'intérêt pour les marques, il est multiple. Elles vont pouvoir enfin mesurer le retour sur investissement de leur communication. Elles vont pouvoir aussi mesurer le retour sur investissement des influenceurs. Et peut-être que demain, les influenceurs seront payés en partie en fonction des ventes qu'ils vont générer. Et puis voilà, et puis le consommateur bénéficie d'une expérience beaucoup plus simple. Dernier exemple, c'est l'exemple de Louis Vuitton pendant le confinement sur WeChat, le réseau social chinois. Louis Vuitton a lancé un live où 2 influenceuses, 2 Key Online Leaders, comme on dit en Chine, ont pris la parole pour présenter la nouvelle collection et les consommateurs pouvaient acheter en direct sur l'application. Donc on voit bien le rôle important des réseaux sociaux et des lives, un rôle qui va prendre de plus en plus de place dans un futur proche. Je te donne la parole, Valéria. Merci. Donc, on passe maintenant à la deuxième tendance. Donc, on voit là-bas 2019, priorité à l'environnement et 2020, la quête de sens. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les consommateurs ont passé une partie de ce 21e siècle à réclamer un engagement environnemental des marques sur une fabrication responsable, sur l'utilisation des matières naturelles, le recyclage, la durabilité des produits. Il y a eu la marche pour le climat, le Fashion Pact, qui a été signé l'année dernière entre les grands acteurs de la mode afin de limiter l'impact de la filière sur le climat. Aujourd'hui, avec la crise du coronavirus, tout ça, ça devient acté. C'est un prérequis, c'est vraiment le minimum pour toutes les marques. Et on est sûr en fait qu'à l'issue de cet événement, il y aura des actes concrets dans plein de domaines. Par contre, pendant les Covid, on a vu que les social a pris les pas sur l'environnemental et les consommateurs ont été vraiment très attentifs aux marques qui se sont engagées pour les biens de la communauté et qui leur apportent du sens. Donc, cette crise va sûrement accélérer le fait que les consommateurs ont besoin de marques qui incarnent une bienveillance, des valeurs positives, une générosité vis-à-vis de la communauté. C'est une quête d'essence qu'on observait déjà avant chez les jeunes générations, chez les millennials, la Gen Z, et qu'aujourd'hui, c'est généralisé à tous les consommateurs. Donc, on est sûr en fait que les consommateurs de demain sera un consommateur plus responsable, plus critique. Et même si le prix reste un élément important à ses yeux, il voudra moins consommer, mais sûrement mieux consommer. Des marques qui incarnent des valeurs fortes, qui défendent des causes, ça c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui existait déjà dans les mondes d'avant. Donc, si on prend l'exemple de Nike, elle a une identité qui est très forte, fondée sur des valeurs de persévérance, des motivations, des dépassements de soi. Et dans sa communication, on voit bien qu'elle ne vend pas des produits de sport, elle vend toute une philosophie de vie. C'est les fameux Why de Simon Sinek dans son livre Start with Why, où il explique bien que les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais ils achètent les pourquoi vous les faites.
Les marques qui soutiennent des associations qui ont un engagement social, ça c'est surtout les DNVB. Donc là on a l'exemple des Cézanne avec son initiative Demain. Donc tous les 21 du mois, la marque présente une pièce spéciale dont tous les bénéfices sont reversés aux associations en faveur de l'éducation des jeunes filles, tout comme les 10% des ventes du jour. Ou un autre exemple, c'est Jimmy Fairley avec l'initiative Buy One, Give One. Donc aujourd'hui, avec la crise, ce qu'on constate, c'est que de manière générale, les valeurs et engagements des entreprises qui étaient avant relégués dans les rubriques Qui sommes-nous ou recrutement des sites internet se sont retrouvés ces derniers mois en première page. Et donc, au-delà des discours, beaucoup de marques ont fait les choix d'incarner plus fortement leurs valeurs en menant des actions solidaires. Elles ont même parfois fait pivoter leur activité pour soutenir l'effort sanitaire ou renoncer provisoirement à leur modèle économique pour aider leurs clients en difficulté. Donc, on a vu qu'il y a eu des dons, des marques qui ont reversé une partie de leur chiffre d'affaires. On a vu qu'il y a eu des dividendes rognés, des réductions des salaires des dirigeants. Donc, toute une industrie qui s'est mobilisée en solidarité des soignants et des hôpitaux pour répondre à la demande urgente des masques, des blouses, des gels hydroalcooliques. Donc, vous voyez ici dans la slide, on a mis quelques exemples. On ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on en a tous vu passer dans ces dernières semaines. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, l'enjeu pour les marques va être de donner du sens, d'incarner une philosophie, des valeurs dans lesquelles elles croient. Probablement, c'est les moments pour les marques de se poser, de repenser ou de réactualiser les valeurs qu'elles veulent porter. C'est les moments d'apporter à sa communauté des vrais services, des services qui soient généreux, qui soient cohérents avec leurs besoins et avec l'ADN de la marque, tels que par exemple prendre soin de soi, faire du sport, participer à une activité culturelle, avoir un rôle, une démarche holistique et apporter du bien-être dans sa communauté, dans sa globalité, pardon, et pas uniquement d'un point de vue qui est lié au produit. Par exemple, pour une marque de prêt-à-porter, ce n'est pas uniquement, par exemple, elle n'est pas là uniquement pour rendre beau un consommateur pour un rendez-vous ou pour un événement, mais aussi pour les rendre une meilleure version de lui-même. C'est-à-dire, pour exemple, pour lui donner confiance en lui, pour les rendre plus fit. L'objectif, bien évidemment, est à définir en fonction des territoires sur lesquels la marque veut prendre la parole. Ce qui est sûr, c'est que les marques qui se contenteront de ne proposer que des produits et des services en 2020 ne survivront pas. De la même façon que les marques qui n'ont pas une personnalité, qui n'ont pas un point de vue, qui ne communiquent qu'avec de belles images, de belles photos, elles vont avoir du mal à reprendre la main sur une relation qui est faite d'essence, de confiance et à parler d'autres choses à leurs consommateurs. Par contre, les marques qui ont déjà commencé ces travaux, qui avaient déjà anticipé ces sujets-là, elles répartiront plus facilement, elles pourront plus facilement adapter leur ton. Et donc, on voit vraiment maintenant l'importance du travail préalable à faire sur son identité de marque en ces moments spécialement. Un très bon exemple, c'est M Skincare. On a vu ces dernières semaines la fondatrice Mathilde Lacombe qui a partagé des recettes, des tutos beauté, des listes de lectures inspirantes, des films à voir, des cours de yoga. Il y en avait vraiment pour tous les goûts. Et donc, on voit vraiment ici les rôles holistiques de la marque. C'est sûrement plus facile pour une petite marque, pour une DNVB, parce que la marque est très incarnée par les fondateurs, dans ces cas par la fondatrice, qui partage vraiment tout son univers, sa vie, ses centres d'intérêt.
Mais il y a aussi des marques installées qui arrivent très très bien. C'est l'exemple des Decathlon, qui a une démarche holistique, qui a fait preuve ces dernières semaines de beaucoup de générosité en donnant des cours de sport en live, en partageant des exercices de musculation et du contenu plus ludique, mais toujours très cohérent avec l'ADN de la marque. On a un autre exemple qui est la maison de Céline. Là, en collaboration avec la plateforme de streaming Mubi, le directeur artistique a partagé ces dernières semaines sa sélection des films à regarder pendant les confinements. Et puis, Cézanne, qui partage régulièrement dès les débuts via ses newsletters des suggestions, des concerts, des expos à voir, d'activités culturelles plus en général. Je te repasse la parole, Karine. Voilà, on va voir une troisième tendance de consommation. Une troisième attente des consommateurs, c'est le besoin de transparence, de vrai, de savoir ce qui se passe et qui est derrière la marque. Les consommateurs aujourd'hui, on l'a vu, ils ont besoin d'humanité, ils ont besoin d'émotion, de proximité, d'authenticité. C'était quelque chose qui était présent avant la crise, mais qui était plutôt porté, c'était plutôt une attente des jeunes générations, des millennials, des Gen Z. Mais maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment en train de se généraliser et qui s'est amplifié avec la crise, ce besoin de vrai et de transparence. Alors, les marques qui sont à l'aise avec cette notion-là, c'est les DNVB. C'est des marques qui incarnent la transparence à travers leur fondateur. Le fondateur est mis en avant, il prend la parole, on sait qui il est, il parle de sa vision, il partage son envie de changer le monde, il partage ses convictions fortes. En général, c'est des marques qui se sont fondées sur des convictions fortes, sur des engagements et qui sont portées par le fondateur. Donc, les DNVB, elles le faisaient déjà avant la crise de mettre en avant leur fondateur, d'incarner la marque. Après la crise, on voit que pendant le confinement, qu'il y a eu énormément de marques qui ont mis en avant leur fondateur. Alors, ça fait partie des bonnes pratiques de la communication de crise, mais je trouve qu'on est allé plus loin puisqu'il y a beaucoup d'humanité au final dans ces communications qui ont été diffusées. Par exemple, pour Bash, dans la newsletter qu'ils ont envoyée à leurs clients pour leur annoncer les mesures qui ont été mises en place pendant la période de confinement, on voit que c'est un langage de proximité, un langage simple, avec beaucoup d'émotion que la marque prend la parole. Elle dit le cœur n'y était pas, Bash, c'est avant tout une histoire de famille, fondée par deux mamans, bien ancrée dans la vraie vie. Donc, c'est un langage qui est très, très simple, très dans la proximité. Et puis, elle signe la newsletter de leurs deux noms et de l'équipe. Autre exemple aussi à gauche, c'est Balzac, la marque de prêt-à-porter, qui a partagé sur Instagram ses interrogations par rapport à leur communication en période de confinement. Est-ce qu'ils devaient continuer sur un contenu plus léger ou est-ce qu'ils devaient prendre la parole sur des sujets liés à la crise, au coronavirus? Et dans la manière dont ils présentent les choses, déjà, ils nomment les fondateurs par leur prénom, Victoria, Charles et toute l'équipe. Et puis, ils expliquent vraiment leur cheminement de pensée, les dilemmes, les questionnements qu'ils ont eus. En fait, ils font partager leurs questionnements à leur communauté. On n'est plus dans une époque où la marque assène une décision, une façon de faire, mais plus dans un schéma où la marque intègre sa communauté dans ses questions du quotidien. Et puis, je trouvais intéressante aussi la petite image qui va avec l'écriture infantile qui donne encore plus de vrai, d'authenticité et de proximité au message. Un autre exemple intéressant qu'on a trouvé, c'était celui de Balmain. C'est intéressant parce que c'est un exemple qui est dans le luxe. Le luxe, c'est un univers où on cultive une distance entre la marque et ses clients. Et là, Olivier Roustin, le directeur artistique de la marque de Balmain,
a pris la parole régulièrement dans des lives. Il a ouvert les archives de sa marque, il a expliqué ses collections, et puis il a invité dans des lives des personnalités, des mannequins ou des acteurs pour échanger avec eux sur leur expérience de la marque, sur leur expérience du confinement. Et vous devriez aller voir parce que c'est simple, c'est pas guindé, c'est pas chichiteux. Olivier Rousteing parle vraiment simplement de son expérience de confinement. Et je trouve que qu'on sort complètement des clous d'une communication aseptisée des marques de luxe, que c'est vraiment une nouvelle manière beaucoup plus simple de communiquer. Alors oui, c'est vrai qu'Olivier Rousteing, c'est un millennial et qu'il a guéri à ce type de communication, mais quand même, c'est intéressant de le noter dans le domaine du luxe. Voilà, donc aujourd'hui, les consommateurs veulent avoir plus de transparence, veulent savoir qui se trouve derrière la marque, mais qui se trouve derrière la marque, c'est plus uniquement le fondateur ou le directeur artistique, mais c'est aussi les petites mains. Parce qu'on l'a vu pendant cette période de confinement, l'importance des travailleurs invisibles qui ont continué à faire tourner l'économie, c'était vraiment quelque chose dont les consommateurs, dont nous étions très sensibles. Aujourd'hui, on a envie de voir des gens qui font, au même titre que les fondateurs. On a envie de voir les petites mains qui aident et qui sont les vraies valeurs de l'entreprise. Donc, ça peut être les équipes du siège, ça peut être les équipes dans les usines, ça peut être les fabricants. Voilà, c'est tout ce type de collaborateurs qu'on a envie de voir en avant, qu'on a envie de mettre en avant. Deux exemples. Le premier à gauche, c'est MED, l'enseigne de décoration, qui a mis tout simplement en avant dans une de ses communications ses collaborateurs qui sont en télétravail et qui sont confinés. Et l'autre exemple qui est intéressant, c'est Petit Bateau, qui publie sur les réseaux sociaux des images, des photos des personnes, de ses collaborateurs qui sont à l'entrepôt, qui préparent des commandes. Et avec le panneau « I made your orders » qui fait probablement allusion à la question que les consommateurs responsables posent aux marques de mode, qui est « Who made my clothes ?» Là, Petit Bateau apporte une réponse en allant plus loin, puisqu'il montre même les personnes invisibles qui sont les préparateurs de commandes. Voilà, et puis incarner la marque, c'est aussi l'incarner à travers ses clients. L'exemple là, c'est Cézanne qui invite sa communauté à partager leur look avec le hashtag Cézanne@home. Qu'est-ce que ça veut dire sur la posture des marques? Ça veut dire que l'image d'une marque, c'est plus uniquement l'image que la marque a construite, qu'elle a définie, qu'elle a réfléchie, qu'elle a photoshopée, enfin qui est maîtrisée, mais c'est aussi l'image de la marque, elle est aussi multiple que toute sa communauté, que tous ses clients. Et les clients, au même titre que la marque, ont droit de citer dans l'image de marque. Donc, c'est intéressant de voir comment ça prend ce phénomène-là qui existait déjà avant la crise prend de plus en plus d'ampleur. Et puis, cette nouvelle esthétique des marques de mode, on l'a vu aussi à travers ces shootings qui ont été improvisés. Il y a de nombreuses marques qui ne pouvaient pas gérer des shootings du fait de la période de confinement et qui ont envoyé des vêtements à des mannequins qui se sont shootés ou qui se sont fait prendre en photo par leurs colocataires chez eux. C'était vraiment du système D. Et ce qu'on remarque, c'est que voilà, c'est plus des images ultra léchées, mais c'est des images beaucoup plus spontanées où on voit des personnes qui restent canon, hein, c'est des mannequins, mais qui sont dans un univers qui pourrait être le nôtre. Et donc le consommateur se projette beaucoup plus, il est beaucoup plus rassuré parce qu'il y a du vrai, parce qu'il y a de la transparence. Voilà, il y a de nombreuses marques qui ont communiqué de cette façon-là. Et peut-être que ça présage une nouvelle esthétique des marques, un peu comme les influenceurs ou les blogueurs, il y a quelques années, ont lancé une nouvelle esthétique à travers des photos beaucoup plus spontanées. Voilà, on en est peut-être à un tournant. Alors, voilà, donc on a vu les trois principales tendances. On vient de voir que la communication de demain sera plus spontanée, plus transparente, on vient de le voir. On a vu que les marques auront une démarche holistique,
c'est-à-dire qu'elles apporteront du bien-être à leurs clients autrement qu'à travers leurs produits et qu'elles devront apporter du sens à leurs actions. Cette nouvelle posture de marque et ce nouvel engagement, ça renvoie aux fondamentaux de la marque. Et on voit bien que les piliers qui seront incontournables pour toutes les marques de demain, ce sont ceux qu'on a cités, mais par contre que chaque marque devra les traiter différemment en fonction de son ADN et devra trouver un moyen de les adresser qui lui est propre. Donc, ouais. Donc, comment les faire, sur quel sujet prendre la parole, comment puiser dans les racines de la marque, dans ses valeurs, dans son histoire, dans son ADN, pour dégager des branches, des axes, des communications, des territoires d'expression et nourrir la cime de l'arbre pour élever sa communication. Si on ne fait pas ces travaux, toutes les marques vont se mettre à communiquer de la même façon et proposer des cours de yoga, de méditation, de sport, de cuisine, d'automassage. Et dans un mois, on finira tous pour mourir d'ennui et fermer nos comptes Instagram et autres réseaux sociaux parce qu'on en aura tous un peu marre de voir les mêmes contenus partout. Alors, comment reprendre la parole de façon différente mais cohérente ? C'est justement maintenant qu'il faut faire l'exercice de se poser, de s'interroger sur les valeurs de la marque, de voir celles qui ne sont peut-être plus d'actualité aujourd'hui, d'identifier les nouvelles valeurs qu'on a envie de défendre demain, de voir sur quel territoire on a envie de prendre la parole, sur quel projet on peut travailler pour donner du sens et une mission à la marque, parce que cette crise a rebattu les cartes et fait qu'on a envie d'autre chose. Et donc, pour y répondre, nous avons développé un outil, une méthodologie qu'on a appelée la plateforme des communications. C'est une émanation de la plateforme de marque et ça permet de dégager un territoire d'expression, des axes, des prises de parole cohérents avec les valeurs et l'univers de la marque. C'est un travail qu'on peut réaliser en général ou dans un moment de turnaround, dans une phase de redynamisation de l'entreprise ou dans un moment de crise comme maintenant où on profite justement de repenser à notre stratégie. C'est un travail qu'on peut faire peut-être pour réactualiser une plateforme de marque obsolète et réorienter sa stratégie de communication, ou pour décliner de façon opérationnelle une plateforme de marque qui est un peu trop figée, un peu trop théorique. Donc, ce que la plateforme des communications, une déclinaison opérationnelle de la plateforme de marque, ça on l'a dit, qu'elle s'appuie sur les fondamentaux de la marque, sur sa mission, ses valeurs, ses cibles, son univers concurrentiel, pour identifier les leviers de prise des paroles en lien avec son ADN. Et c'est vraiment du coup le point de départ pour construire les plans de communication. Donc, elle se compose de 2 chapitres. Les premiers, c'est les boucles de communication et les deuxièmes, c'est la stratégie de communication et réseaux sociaux. Alors, les boucles de communication, c'est un résumé de la plateforme de marque qui dégage les éléments déterminants sur lesquels s'appuyer pour construire une stratégie de communication qui soit cohérente. Et c'est les résultats en fait d'un travail qu'on aura fait préalablement avec vous, avec les fondateurs, avec les directeurs marketing ou communication par une méthodologie appropriée. Et dans une deuxième partie, on commence par analyser la communication des concurrents et à déterminer les axes porteurs du secteur. Donc, l'exercice est de comprendre comment les concurrents prennent la parole, quelle est leur offre, comment ils se positionnent, quelles images ils envoient, pour s'épancher après sur les messages, donc sur quelles particularités ils s'appuient, quels sont les tons qu'ils emploient. Et enfin, il faut également analyser tout ce qui est visuel, donc quel type d'illustration ils utilisent, est-ce que c'est des pictogrammes, des dessins ou des photos, quelle typologie de vidéos ils utilisent
utilise, c'est plutôt une vidéo institutionnelle ou c'est plutôt pédagogique. Donc, on va vraiment analyser en profondeur comment nos concurrents communiquent. Nous répartons ensuite des piliers de communication de la marque que nous avons identifiés pour les décliner de manière très opérationnelle. Donc, c'est un exercice qui permet d'avoir une vision très, très claire sur tous les micro-sujets sur lesquels communiquer et la typologie des contenus à développer. On sait tous que pour une communication efficace et percutante, il faut varier la typologie des contenus pour ne pas ennuyer les lecteurs et lui donner envie de continuer à nous suivre. Et disons que cette méthodologie permet de simplifier le travail de l'équipe qui est en charge des réseaux sociaux et de l'aider au jour le jour dans la mise en place d'un calendrier éditorial qui soit varié mais qui soit toujours cohérent. Donc, comme vous l'avez compris, en fait, la plateforme d'Ecom s'articule en 3 étapes. La première, c'est la collecte d'informations auprès d'acteurs clés. La deuxième, c'est un diagnostic de la communication actuelle. Et la troisième partie, c'est vraiment la rédaction d'un document de synthèse avec des recommandations. C'est un document qui est à la fois très complet et très opérationnel et qui peut être vraiment utile pour les équipes des coms qui doivent aujourd'hui produire chaque jour, plusieurs fois par jour, beaucoup de contenu. On sait que produire du contenu, c'est un travail qui est important, qui nécessite beaucoup de temps, beaucoup de réflexion. Et surtout, si l'objectif est d'être efficace et non pas de communiquer juste pour communiquer. Donc, cet exercice peut être vraiment utile dans un moment comme maintenant où il est nécessaire de se poser et de repenser à sa communication en général. Vincent, je te passe la parole. Voilà, oui. On a un peu débordé. Hein. Désolée. Désolée. Il n'y a pas de souci. Merci à toutes les deux et merci pour tous ces exemples. Donc, je vais commencer le partage d'écran et puis on va attaquer la seconde partie de cette présentation. Est-ce que vous, voilà, c'est parfait. Voilà. Hop là. Tout le monde m'entend bien parce que j'ai eu un petit souci d'ordinateur en début, donc c'est bon. Ok. Donc, je vais commencer mon partage d'écran. Hop là. Tac, tac. Est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est bon, Vincent, on voit ton écran là. C'est bon, ok, bon, parfait. Donc du coup, on va attaquer cette seconde partie donc du webinaire qui va parler plus précisément de la stratégie en médias digital et plus précisément sur la partie Google et Facebook Ads avec justement comme thématique comment adapter vos campagnes, donc que ce soit sur Google ou sur Facebook Ads pour jusqu'à la sortie de la crise. Et lorsqu'on parle de sortie de la crise, on ne se résume pas au confinement, on parle bien sûr de la crise du Covid qui impacte le marché et qui, on verra dans la présentation, l'impact de manière assez importante et pour une durée plus ou moins longue et imprévisible. L'idée, c'est bien évidemment de vous proposer un guide pratique pour éviter justement que vous ayez à faire un virage stratégique qui risque de troubler en fait vos campagnes et qui pourrait être à terme fatal pour votre business. Donc, sur là-dessus, bonjour, je m'appelle Vincent Mazur, donc je travaille chez Cybercité en tant que consultant média digital depuis 7 ans. Donc Cybercité, on est une agence de web marketing très axée sur la performance, donc avec des spécialités sur tout ce qui est les campagnes issues des GAFA principalement. Voilà. Donc je vous propose directement de rentrer dans le vif du sujet. Vous n'hésitez pas à me dire si je parle vite parce que j'ai tendance à parler vite, donc n'hésitez pas à me couper si jamais vous voyez que j'ai un rythme de parole trop rapide. La première partie donc de cette partie du webinaire consistera à placer des insights marché pour voir justement
comment la crise du Covid-19 impacte les différentes typologies de marché avec un focus sur le e-commerce et sur le drive to store, et bien évidemment en rapport avec la première partie de ce webinaire des équipes de Sava Paris, voir quelles sont les attentes des consommateurs pendant cette période en termes de communication, mais on va rester quand même plus axé sur la partie médias et gestion des campagnes. Alors regardez bien à l'esprit tout ce que vous ont dit les équipes de Sava Paris juste avant, parce que c'est ce qui va vous servir en fait à mettre le contenu que vous allez diffuser en médias plus précisément. Donc, le premier point, c'est qu'on voit que la crise du Covid-19, elle impacte la consommation, mais elle n'impacte pas toutes les industries de la même façon. Donc, aujourd'hui, ça fait quand même un petit moment qu'on est en confinement. On s'apprête à sortir du confinement peu à peu à partir du 11 mai, avec plus ou moins de certitude sur ce qui va se passer. L'idée, c'est que ici, on voit un état des lieux de ce qui s'est passé, pour les différents secteurs à la 3e semaine de confinement. Donc, c'est des données qui sont issues de Shopping Feed, qui est un outil de gestion des flux et qui fait un reporting assez régulier sur justement les différentes verticales et comment elles réagissent par rapport à cette crise. Donc, on se rend compte qu'il y a des secteurs qui sont en hausse, des secteurs qui sont avec une hausse modérée, et puis des secteurs qui stagnent, voire qui chutent, et notamment le secteur de la mode, par exemple, ou encore le secteur du médical. Par contre, ce qui est le plus intéressant à regarder, c'est aussi la différence qu'on a entre les différentes semaines, parce que ce qui nous intéresse le plus, c'est de se dire qu'en fait, le médical, par exemple, est affiché en 3e semaine de confinement dans les secteurs qui subissent une faible croissance ou du moins une chute, alors que dans les premières semaines du confinement, il était vraiment dans les top secteurs qui enregistraient une croissance fulgurante. L'idée, c'est de se dire qu'en effet, aujourd'hui, on est face à une consommation des Français qui est assez imprévisible, parce que d'une semaine à l'autre, potentiellement, leurs habitudes changent. C'est pareil pour le secteur de la mode. Au départ, au tout début de la crise, on s'est rendu compte que c'était un des secteurs les plus impactés, avec une baisse des achats assez conséquente. Et on se rend compte qu'à partir du 20 mars, la croissance a un peu repris au niveau de ce secteur-là. Au-delà des secteurs, ce qui est également intéressant de regarder, c'est que la manière de consommer est également impactée. Alors, en l'occurrence, je fais un focus sur tout ce qui est le trafic en magasin, parce que pour beaucoup de retailers et pour beaucoup d'annonceurs, c'est un des sujets principaux. Ils réalisent leur chiffre d'affaires via leur magasin physique, et on se rend compte que pour plusieurs de nos annonceurs dans différents secteurs, donc je vous ai mis des exemples, que ce soit dans le domaine de la chaussure, dans le domaine de la mode ou dans le domaine de la maison, le trafic en magasin suite au confinement chute. Donc on se rend compte qu'on a une chute en moyenne de 95 à 98% des performances de trafic en magasin issues des campagnes, avec bien évidemment un moindre impact lorsque le client a su mettre rapidement en place des mécaniques de click and collect. Toujours est-il que tout l'argent qui était alloué à ces campagnes et qui avait vocation à générer du trafic en magasin, du coup, doit changer et l'annonceur doit envisager un autre prisme de communication, un autre prisme au niveau de ses campagnes médias pour pouvoir justement pallier au fait que les visites en magasin n'auront pas lieu et probablement vont continuer à être impactés même en sortie du confinement, parce que justement l'avenir est assez incertain et puis on ne sait pas si les visites en magasin vont pouvoir reprendre dans quel cadre et si en effet le CA que vous obteniez avec vos visites en magasin va pouvoir être récupéré. En parallèle, le e-commerce est une réponse qui peut justement combler ce manque à gagner, parce que dans la majeure partie des cas, donc selon l'étude de Nosto, on a vu donc à partir du 20 mars que les sites e-commerce de mode en termes d'évolution des commandes ont recommencé à croître, et en majorité sur nos clients donc click and mortar, donc tous ceux qui font du trafic, de la vente en physique et en online, on a remarqué que le CA online lui gonflait drastiquement, donc plus 50 à plus 60% sur les différents secteurs. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en effet il y a un ruissellement qui s'est effectué et que les personnes qui avaient l'habitude potentiellement d'acheter en offline ont reporté leurs achats sur le online, et que les clients sont plus engagés et prêts à convertir qu'ils ne l'étaient la même période l'année dernière sur les sites e-commerce. Au-delà de ça, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que si le Covid
perturbe, on va dire, nos marchés et nos métriques, et ben, il nous contraint aussi à adapter des stratégies publicitaires et marketing qui sont un peu différentes qu'en temps normal. Donc, on l'a déjà vu dans la première partie de ce webinaire, donc je vais pas revenir dessus. Juste, je trouvais ça intéressant de vous montrer que le cabinet de consulting McKinsey & Company a effectué en fait une liste de 5 horizons sur lesquels les entreprises que les entreprises doivent avoir pour justement envisager la sortie de crise. Alors, c'est marrant, ils appellent ça des horissons. Moi, j'appelle ça plutôt des préoccupations. Donc, l'idée, c'est de voir que en majorité, on parle quand même de ces aspects de transparence, de ces aspects de justement avoir une communication qui est plus humaine et bien évidemment d'envisager la suite de la crise et de repenser justement la façon qu'on a de communiquer ou la façon qu'on a de gérer ses campagnes, voire même la façon qu'on a de générer du business. Au-delà de ça, la sortie de crise, elle risque de perturber ce qu'on appelle le statu quo. Et là aussi, on l'a déjà évoqué dans la première partie du webinaire, c'est-à-dire que au final, on se rend compte qu'il y a des tendances qui étaient déjà présentes avant la crise, mais qui ont été fortement gonflées avec cette crise. Donc, notamment la poursuite vers ce qu'on appelle la déconsommation. Donc, au début du confinement, forcément, les gens se sont orientés vers les produits de première nécessité au détriment des produits qui ne sont pas de première nécessité, et on se rend compte que cette tendance-là qui a été clairement poussée par la crise risque de perdurer encore un petit moment et potentiellement s'ancrer dans les tendances de consommation des Français. Idem pour la consommation locale. Aujourd'hui, on a fait face à une crise qui a eu des conséquences au niveau des frontières, au niveau de la libre circulation des produits, au niveau de l'approvisionnement. Donc forcément, on se rend compte que les Français ont tendance à vouloir consommer plus local et à faire plus confiance à des entreprises qui ont proposé des produits qui sont issus du territoire. Et ensuite, enfin, le dernier point, c'est le renforcement de l'omnicanalité, donc avec bien évidemment le boom de la livraison à domicile, la progression du drive, donc que ce soit dans le secteur alimentaire ou même dans d'autres secteurs. On a vu pas mal de librairies qui justement proposaient en fait des services de drive, où les personnes faisaient leurs commandes sur Internet et venaient retirer leurs commandes sur place. Donc, c'est peut-être une tendance qui va continuer même après le confinement et lorsqu'on sera déconfiné, pour la bonne et simple raison que c'est en plus encouragé par notre gouvernement qui nous pousse justement à plutôt limiter, on va dire, les contacts physiques et puis justement la circulation dans les magasins. Le dernier point, c'est que, comme on l'a pu le voir, on est dans un contexte qui est clairement incertain et que l'inaction et le manque de communication peuvent être fatals. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison que Kantar a mené des études et qu'un arrêt de communication de 6 mois peut entraîner une baisse de notoriété de 39%, ce qui va forcément s'impacter sur votre business, et qu'au-delà de ça, les Français ont tendance à estimer que les marques doivent communiquer différemment, certes, mais doivent continuer à communiquer pour toutes les raisons qu'on a vues avant, c'est-à-dire informer sur quel est le contexte, comment ils prennent soin de leurs équipes, comment ils prennent soin de leurs consommateurs. Tout ça, c'est des valeurs qui sont importantes et qui sont demandées par vos consommateurs, par vos prospects, par vos clients, pour justement avoir une visibilité sur quelle est votre position face à cette crise. Et au-delà de ça, on peut le corroborer avec une autre tendance qui est la tendance de l'accroissement de la consommation des médias sociaux et des plateformes de vidéo qui justement pendant le confinement a permis aux Français de se divertir et qui va continuer potentiellement à leur permettre de se divertir, parce que même si on est en sortie de confinement à la suite du 11 mai, on va avoir une limitation au niveau des sorties qu'on va pouvoir faire, etc. Donc, il va encore y avoir de l'engouement autour de ces distractions-là, et ça fait des lieux de prise de parole qui sont potentiellement accessibles pour votre marque. Au final, pour finir sur la partie insight, l'idée, c'est juste de voir comment on peut envisager et comment on peut créer son plan média. Ça va être de capitaliser sur les attentes des Français pour changer le prisme de ta communication et répondre au contexte donc de crise et pas uniquement du confinement. Adapter donc ses objectifs en fonction de l'impact
jusqu'à la crise sur l'activité et voir quels moyens de conversion et de conversation on va pouvoir mettre en place avec nos clients et prospects pour justement potentiellement pallier nos problèmes de trésorerie par rapport au fait que les gens ne peuvent plus venir en magasin, et ensuite préparer le retour à une situation normale entre parenthèses qui va vous permettre de garder le lien avec vos prospects et vos clients, et qui va vous permettre justement de les adresser pour qu'ils puissent, au moment où ils le souhaiteront, acheter vos produits. Donc, on rentre dans la seconde partie, c'est quelle stratégie adapter. Donc, c'est des stratégies, voilà, on est sur un webinaire qui dure 30 minutes environ pour chacune des parties. L'idée, c'est juste de se dire, là, je vais vous présenter des stratégies qui me semblent importantes à adopter pour l'ensemble des marchés, avec un détail sur 2 catégories, on va dire, d'annonceurs, ceux qui sont challengés et ceux qui sont en transit, et on verra ce que c'est plus tard. Et je vais commencer dans un premier temps par vous parler des écueils à éviter, parce qu'il y a des écueils qui sont à éviter et qui sont valables pour quasiment tous les annonceurs en cette période. Donc, je vais commencer par le premier, c'est l'écueil à éviter absolument, c'est la coupure totale de vos budgets. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que oui, je travaille dans le média et puis je gère des campagnes, donc forcément, l'idée, c'est pas de vous pousser à investir plus que de raison. Loin de là, l'idée, c'est juste de dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de Google et lorsqu'on parle de Facebook, on parle également du principe de liquidité. Le principe de liquidité, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait qu'aujourd'hui, la majorité des plateformes médias digitales repose sur des algorithmes et du machine learning qui va vous permettre en fait d'obtenir les meilleures performances pour vos campagnes. Ce qui se traduit globalement par le fait qu'aujourd'hui, lorsque vous gérez des campagnes sur Google et sur Facebook, l'algorithme va chercher les meilleures opportunités d'impression qui vont générer potentiellement une conversion par derrière, peu importe quelle est la conversion que vous attribuez à vos campagnes. Ça peut être de la vue de vidéo, ça peut être du trafic sur votre site, ou ça peut être l'achat d'un produit. Toujours est-il que ces algorithmes fonctionnent avec des millions de signaux de data dont ils s'enrichissent, et que si vous coupez vos campagnes, vous n'avez plus de data, et donc du coup, les performances de vos campagnes vont subir ce choc-là. Pour info, à chaque fois que vous coupez vos campagnes et que vous faites une relance, l'algorithme repart en phase d'apprentissage, ce qui se matérialise par le fait que pendant une période qui peut durer quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, vous allez avoir des campagnes qui vont moins performer que ce qu'elles performaient avant coupure. Vous avez un exemple ici à travers un graphique qui montre tout simplement donc un client, c'est en dehors du contexte du Covid, mais tout simplement ce client a hélas dû couper ses campagnes pendant une période, et on s'est rendu compte qu'au lancement, la courbe de coût des campagnes a drastiquement augmenté, et la courbe des performances du coup était à la ramasse, j'ai envie de dire, et ça a mis quand même plusieurs semaines et même plusieurs mois pour pouvoir réatteindre un niveau à peu près similaire à ce qu'il y avait avant. Donc, encore une fois, il faut vous dire que si jamais vous êtes dans un contexte où vous coupez vos campagnes actuellement, vous allez subir par derrière un réapprentissage de l'algorithme qui va vous faire qui va vous faire distancer en quelque sorte par vos concurrents qui, eux, n'auront pas coupé leur campagne et auront capitalisé sur ce moment-là pour justement continuer à enrichir leurs algorithmes. Donc, couper ces campagnes, ça paraît pas être une bonne idée. Je vous conseillerais plutôt de réduire vos investissements si jamais vous constatez, et on verra après quelle stratégie adopter plus spécifiquement. Mais en tout cas, la coupure des budgets peut être assez importante pour votre reprise. Ensuite, le second écueil à éviter, c'est tout simplement conserver une stratégie qui va être identique ou qui va être axée sur le prisme de vos produits ou de votre entreprise dans le terme vente, plutôt qu'une approche consommateur centrée. Donc, on l'a vu dans la première partie de ce webinaire, les habitudes de vos clients et de vos prospects changent. Donc, l'idée, c'est de voir comment justement aujourd'hui vous pouvez adapter votre communication pour répondre à leurs besoins, sachant que Facebook a identifié 2 insights qui sont peu ou prou ce que vous ont résumé les équipes de Ça va Paris juste avant, c'est que les internautes attendent des marques, donc confiance, sécurité et sûreté, et puis ils attendent que vous apportiez une réelle valeur ajoutée, que vous agissiez de manière responsable et de la bienveillance pour les consommateurs, mais également pour vos employés, et que les marques qui sont capables de mettre en place ça, et qui sont capables de répondre aux attentes éthiques, elles voient accroître de deux fois plus qu'une marque lambda qui ne prendrait pas position.
Encore une fois, là, lorsqu'on parle de médias, il ne faut pas oublier que votre message est aussi important et que le contenu est roi et que ça dépendra à 80% de votre efficacité publicitaire. Donc, encore une fois, ne pas lésiner sur tout ce qui a été dit avant parce que c'est le cœur de votre stratégie au-delà de la répartition des investissements ou la répartition des typologies d'annonces que vous faites sur les plateformes. Et enfin, le dernier écueil à éviter, c'est de ne pas challenger vos KPI habituels. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, comme on l'a vu, votre entreprise est impactée de manière globale par la crise et par les tendances de consommation des Français ou même de l'international. Et il faut voir comment aujourd'hui vous pouvez générer des campagnes pour apporter de la valeur ajoutée et justement générer un flux de trésorerie positif sur un laps de temps qui est relativement court. Donc pour cela, je vous ai fait un case study sur un de nos clients qui est dans le domaine de la fourniture scolaire et de la bureautique, qui était typiquement le genre de client qui fait 95% de son chiffre d'affaires en magasin. Sauf que au début de la crise, à partir du 17 mars, il s'est heurté à la fermeture de ses magasins et du coup, il a dû rebasculer sur une stratégie e-commerce à 100%. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'au final, on s'est rendu compte qu'en ayant des campagnes, on va dire, qui sont structurées pour le e-commerce et qui justement permettent de mettre en avant ce e-commerce, de mettre en avant toutes les mesures qu'il a mis en place pour faire face à la crise, on est arrivé à avoir un taux d'évolution du CA e-commerce qui a augmenté de plus 436%. Donc, vous pouvez voir la courbe par rapport à décembre, janvier, février. On voit que, majoritairement sur Google Ads, on a eu un accroissement, on va dire, de l'évolution du chiffre d'affaires e-commerce. Au global, on s'est rendu compte que sur cette période-là, par rapport à l'année dernière, au final, on n'a eu que seulement, entre guillemets, encore une fois, 30% de CA global en moins, ce qui veut dire qu'en fait, le e-commerce nous a permis, si ce n'est de ne pas rattraper, on va dire, le manque à gagner qu'il a eu sur ses commerces physiques, au moins de réduire l'impact de la crise. Par contre, ce travail-là, pour arriver à ces résultats, ça a été un travail de longue haleine et ça ne s'est pas fait tout seul, dans le sens où on a dû mettre en place une roadmap avec plusieurs points, on va dire, et plusieurs stratégies qui ont dû changer au fur et à mesure des différentes semaines. Pour la faire courte, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du 17 mars, donc, on est passé sur une stratégie en 100% e-commerce. À partir de là, on a dû réajuster les budgets en ayant en conscience des top catégories produits de ce client-là, plus des produits favorables au contexte, parce qu'il proposait des produits notamment de papeterie, etc., qui étaient utiles pour imprimer les attestations pour sortir, etc., etc. Donc, il y a eu des produits, il y a eu certains de ces produits qui ont été, on va dire, bénéfiquement impactés par la crise. Donc, on a décidé de focus là-dessus. Par contre, à partir des semaines suivantes, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de stock qui pouvaient être occasionnés. Donc, on a dû ajuster les budgets par rapport à ça. Après, il y a eu encore un autre souci, ça a été le problème de la livraison. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a quelques semaines, les livraisons ne pouvaient pas forcément être assurées parce que ces prestataires de livraison étaient out en quelque sorte. Donc, le client a dû trouver un autre partenaire de logistique pour pouvoir assurer ses livraisons et organiser ses commandes. Donc, à partir de là, on a dû réduire les investissements pour pouvoir les relancer à partir du moment où il a trouvé un nouveau prestataire logistique en reprenant la stratégie qu'on avait avant et de l'ajustement des stocks. Après, il a commencé à réouvrir ses magasins avec des mécaniques de click and collect et donc de retrait en magasin. Il a fait dans un premier temps un test, on va dire physique, donc offline, hors des campagnes, et se rendant compte qu'il était concluant, il nous a communiqué ses résultats et du coup, on a pu réactiver peu à peu les mécaniques de drive to store et de click and collect. Et bien évidemment, là, on est en train de préparer la sortie du déconfinement avec la reprise en magasin à partir du 11 mai et la mise en place de codes promo valables pour justement, encore une fois, le click and collect et permettre justement de réduire l'afflux en magasin et toujours communiquer sur ce point-là. Donc, comme on peut le voir, il y a eu plusieurs phases. Donc, c'est résumé grossièrement, mais l'idée, c'est de voir comment la relation que vous entretenez avec votre agence, avec vos équipes en interne qui gèrent vos campagnes peut être décisive dans la gestion de cette crise et l'adaptation de vos campagnes pour répondre aux besoins des consommateurs. Ensuite, comme je l'ai dit en introduction, donc, on est face à deux catégories, on va dire, dans le domaine du retail, deux grandes catégories, on va dire,
d'entreprises. La première, c'est les entreprises qui sont challengées. Donc, qu'est-ce que j'appelle les entreprises qui sont challengées? C'est tout simplement toutes les entreprises qui vont rencontrer des difficultés de vente ou structurelles face à la crise et qui vont devoir adapter leur manière de communiquer avec un enjeu principal qui est tout simplement consolider les investissements marketing à la performance pour dégager de la trésorerie immédiate. Et c'est-à-dire, c'est des entreprises qui vont focus leur reprise d'activité ou du moins leur campagne sur un objectif de rentabilité parce que c'est ce qui les importe le plus, c'est qu'on est face à une situation où vous risquez de perdre de l'argent par rapport à ce que vous aviez l'année dernière à la même période et que du coup, vous voulez aller vers de l'efficacité publicitaire. Donc, pour cela, il va falloir vous assurer que vous êtes là où vos consommateurs sûrs, donc les consommateurs sûrs, c'est tous ceux qui sont déjà clients, qui sont des clients réguliers, qui sont des clients avec une forte lifetime value ou qui sont des acheteurs quasiment acquis et certains, se trouvent. Ensuite, vous allez devoir identifier justement ces produits et ces clients et utiliser les typologies d'annonces adéquates pour les atteindre avec justement une utilisation principale de vos campagnes à la performance qui vont vous permettre de maintenir un flux de trésorerie positif. Ensuite, il va y avoir également toute la mise en place de nouveaux KPI que vous êtes capable d'atteindre. Donc, encore une fois, si vous êtes dans une logique d'omnicanal, peut-être basculer vers une logique e-commerce et ainsi de suite. Ensuite, vous devez avoir créé un plan d'attaque qui va être basé sur l'apprentissage en temps réel et favoriser donc les budgets non engagés. Encore une fois, si on parle de Facebook et de Google aujourd'hui, c'est parce que c'est des leviers qui bénéficient de budgets qui sont non engagés et du coup qui vont vous permettre une certaine flexibilité au niveau de vos investissements et de la façon dont vous allez gérer vos campagnes et qui va donc à terme favoriser votre retour sur investissement publicitaire. Ensuite, il y a tout ce qui est l'utilisation de vos données, donc de vos données CRM, de vos données de remarketing, des données de vos partenaires, on va dire sûrs, qui vont vous permettre justement de segmenter vos différentes audiences, de segmenter vos différents clients et de pouvoir les adresser de la meilleure façon possible en fonction de la relation qu'ils entretiennent avec votre marque. Donc, la première étape au niveau de cette catégorie de clients, c'est tout simplement de focus sur le smart bidding. Donc là, je vous ai pris un exemple de Google, c'est aussi valable sur Facebook. Hein. Tout simplement, le smart bidding, c'est le fait de laisser l'algorithme enchérir et diffuser donc pour atteindre au maximum vos objectifs. Donc, pour l'occasion, là aussi, il y a 2 erreurs à éviter absolument. La première, c'est de repasser en manuel. Parce que aujourd'hui, donc, comme on l'a expliqué, c'est qu'on est dans un contexte qui est incertain. Il y a des fois, vous enregistrez potentiellement une baisse de conversion, une baisse de trafic. Des fois, ça fonctionne un peu en dents de scie. L'idée, c'est juste de dire que le smart bidding va s'adapter aux fluctuations de volume pour justement réaliser au mieux votre objectif. Donc, si jamais vous enregistrez moins de trafic, c'est pas grave, l'algorithme va faire en sorte de moins dépenser, etc. Mais il va continuer à essayer d'aller chercher les internautes qui ont le plus de chances de convertir. Donc, si vous repassez en manuel, vous reprenez la main sur vos campagnes, mais sauf que vous n'êtes pas plus malin que la machine et que vous n'arriverez pas non plus à déterminer au final si cette semaine-là, vous enregistrez une baisse drastique, peut-être que la semaine prochaine, vous allez enregistrer une hausse et ça, vous ne le savez pas. Personne ne le sait. Donc, vaut mieux laisser l'algorithme, on va dire, s'adapter au fur et à mesure de ce qui se passe pour justement délivrer la meilleure performance. Ensuite, il y a l'outil d'ajustement de saisonnalité qui est bien utile lorsque vous utilisez, par exemple, lorsque vous faites des campagnes pour des périodes type les soldes ou Black Friday, qui va vous permettre justement d'envoyer des signaux supplémentaires à l'algorithme pour qu'il puisse réguler, on va dire, le flux de trafic et de conversion. Par contre, ça, c'est un outil qui est valable uniquement lorsque vous savez que les fluctuations vont arriver. Là, en l'occurrence, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas prédire ce qui va se passer parce que la manière dont consomment les Français est complètement incertaine. On ne sait pas si à partir du 11 mai, ils vont continuer à utiliser le e-commerce à foison ou s'ils vont plutôt aller vers du commerce physique. On n'a pas vraiment d'indicateur. Donc, encore une fois, l'ajustement de saisonnalité, pour l'instant, c'est pas un outil qui va vous permettre de réguler ça. Toujours est-il que dans quel cas vous devez ajuster votre budget et vos objectifs. Donc, vous avez 2 cas. Soit vous avez un changement au niveau du volume. Donc, au niveau du volume, c'est ce qu'on appelle changement parce que vous enregistrez moins de clics, moins d'impressions publicitaires, etc. sur vos campagnes. Là-dessus, pas de souci, vous laissez le smart bidding gérer pour la bonne et simple raison que, encore une fois, il va s'adapter aux variations du trafic.
Donc, s'il s'adapte aux variations du trafic, l'idée, c'est juste de se dire que si vous faites moins d'impressions, c'est pas grave, vous dépenserez moins. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, l'algorithme continuera à favoriser, on va dire, les impressions qui ont le plus de chances de convertir. Si vous changez, vous repassez un manuel, par exemple, vous allez peut-être louper des occasions de conversion et du coup, du chiffre d'affaires que vous pouvez réaliser. Ensuite, si vous avez un changement de taux de conversion pour l'occasion, donc si vous avez un changement de taux de conversion qui est graduel, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a une courbe qui va sur la décroissance ou sur la croissance, mais qui se fait petit à petit, encore une fois, là, c'est pas de souci, vous laissez l'algorithme gérer parce que c'est pas un changement drastique, donc ça va pas le perturber. Il va être capable de pouvoir justement s'approprier le changement et optimiser sa diffusion. Par contre, si vous êtes dans le cas d'un changement soudain, que tout d'un coup, vous avez une chute de votre taux de conversion de 30%, là, on vous conseille en effet de réduire votre budget et potentiellement d'ajuster vos objectifs. Ça veut dire qu'en gros, les Français ne sont pas prêts à convertir sur votre marque parce que pour X ou Y raison, parce qu'ils préfèrent reporter leur achat, etc. Auquel cas, je vous conseille de passer sur d'autres objectifs, potentiellement du trafic sur votre site, qui peut être également un bon moyen pour cumuler des audiences, les embaser et les réadresser à un moment plus opportun pour votre marque. Ensuite, si vous avez des changements imprévisibles ou en dents de scie, donc typiquement, il y a une semaine, vous enregistrez une hausse, une semaine, vous enregistrez une basse, et puis c'est assez drastique comme changement, là aussi, je vous conseille d'ajuster vos objectifs, peut-être sur des objectifs comme la mise au panier, qui va vous permettre justement de voir que si le taux de conversion varie, c'est peut-être parce qu'il y a des personnes qui vont venir sur votre site, qui vont mettre au panier ou qui vont commencer à consulter pour leurs achats, mais qui vont prendre la décision d'acheter potentiellement plus tard et du coup, ça va décaler potentiellement de 1 à 2 semaines la conversion. Et encore une fois, le fonctionnement de Danti vaut peut-être mieux rebasculer sur un objectif plus atteignable et plus facile à réaliser qui permettra encore à l'algorithme de travailler et de cumuler de la data. De manière globale, encore une fois, si les changements sont drastiques, n'hésitez pas à réduire vos budgets, principalement si vous enregistrez une chute, parce que l'idée, c'est de ne pas surinvestir non plus et de mettre en avant, épargner un peu votre capacité publicitaire pour la suite. Ensuite, au niveau de Facebook et d'Instagram, on peut également soulever que ce levier est quand même idéal pour focus votre cœur de cible. Donc, comme je l'expliquais plus tôt, il faut bien évidemment rebasculer ces campagnes sur les produits qu'on a qui sont sûrs, mais également les clients qu'on a et qui sont sûrs. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, Facebook possède un panel de ciblage qui est quand même assez intéressant. Donc, parmi ces ciblages, on a tout ce qui est le remarketing d'audience, donc le remarketing d'audience basé sur l'engagement de votre site, donc tout ce qui est les audiences d'abandonnistes panier, parce que potentiellement les personnes ont mis au panier et n'ont pas validé leur conversion, donc ça c'est une audience qui est activable, on va dire, pour tous les e-commerçants et c'est la principale audience activée, j'ai envie de dire. Ensuite, toutes les mécaniques d'ajout au panier, parce que comme je l'ai dit, avec ce contexte présent, potentiellement les achats peuvent être retardés ou peuvent être envisagés sur une durée plus longue. Ensuite, il y a tous les visiteurs de plus de 3 pages produits aussi qui peuvent être intéressants à recibler, les visiteurs de pages offres spécifiques, mais également et surtout important, les visiteurs de la page sur les infos sur les livraisons, par exemple. Si vous avez des pages dédiées au contexte de la crise, etc., et que vous avez des internautes qui visitent ces pages-là, ça veut dire qu'ils sont intéressés par savoir comment votre site réagit, comment votre entreprise réagit à la crise et potentiellement, en effet, les réadresser, leur pousser un message en plus, à travers de la publicité, va permettre justement de favoriser la conversion et de limiter ce qu'on appelle les frictions qui sont des freins, on va dire, à l'achat. Ensuite, vous avez toutes les mécaniques de custom audience, donc issues de vos données CRM, donc tout ce qui est les acheteurs avec la meilleure lifetime value, vous pouvez les réadresser, tous les acheteurs avec des paniers moyens élevés. Tous les acheteurs fréquents ou alors encore les abonnés à votre newsletter qui, eux, sont pour l'occasion des clients qui sont engagés auprès de votre marque et qui demandent à avoir de l'information assez régulièrement sur cette dernière. Et enfin, la dernière catégorie d'audience qu'on va pouvoir activer, c'est toutes les look-like audiences à partir de ces segments que j'ai précédemment cités, de ces segments de custom audience, sur tous les acheteurs avec la meilleure lifetime value, les acheteurs avec les paniers moyens élevés, les acheteurs fréquents. Ne pas hésiter à créer des audiences de look-like, mais avec un élargissement de 1 à 5%, ne pas partir sur des audiences trop élargies parce que sinon, vous risquez aussi de diluer. Donc là, l'idée, c'est vraiment si vous voulez continuer à un peu travailler votre acquisition et essayer de générer du flux de trésorerie supplémentaire, n'hésitez pas là-dessus. Hop là.
Donc, au niveau des campagnes Facebook et Instagram, bien évidemment, l'idée, c'est juste de dire que si vous êtes toujours sur un objectif d'acquisition et donc de ROI ou de ROAS, je vous conseille de favoriser les formats utilisant votre catalogue produit et du coup offrant des annonces personnalisées. Donc, pour cela, vous avez les collection ads ou le carrousel qui vont vous permettre de réadresser ces clients-là avec justement des produits, les produits de votre marque. Donc, encore une fois, dans un souci de performance, l'utilisation de votre flux produit est super importante. Je vais passer brièvement là-dessus parce qu'encore une fois, l'idée, c'est de se dire que voilà, c'est au niveau des formats. Ensuite, j'ai envie de vous dire, testez aussi ce qui fonctionne le mieux actuellement et focussez-vous sur ce que vous avez déjà testé et qui fonctionne. Il n'y a pas vraiment de réalité à tester au niveau des formats d'annonces qui performent le mieux par catégorie, etc. L'utilisation de flux produits, bien évidemment, ça performe bien pour les e-commerçants, donc c'est un must-have. Maintenant, focussez-vous sur ce qui fonctionne le mieux pour votre marque. Toujours est-il qu'en parlant de flux produits, un des enjeux importants, bien évidemment, c'est qui va vous permettre de maîtriser votre diffusion et du coup, à travers notamment l'enjeu de ce qu'on appelle les custom labels. Donc, pourquoi votre flux produit est une ressource clé? Parce qu'il va vous permettre de diffuser vos produits, mais au-delà de diffuser uniquement vos produits, il va également vous permettre d'intégrer des dimensions plus poussées sur vos différentes catégories de produits. Et c'est ce qui va nous permettre à nous, enfin, les personnes qui gèrent les campagnes, que ce soit en interne ou une agence, de favoriser la rentabilité de vos campagnes. Tout simplement, lorsque vous avez votre flux produit, vous pouvez le personnaliser pour ajouter ce qu'on appelle donc des custom labels qui vont vous permettre de mettre en avant ou de flaguer des produits qui soient des produits spécifiques, des produits d'appel, des produits prioritaires par rapport au contexte, des produits par type de marge, si vous voulez limiter votre diffusion aux produits les plus rentables pour vous, ce qui peut être le cas dans le cas où vous cherchez un flux de trésorerie positif. L'idée, c'est juste de se dire que toutes ces informations-là et toutes les informations que vous pouvez donner à votre flux va nous permettre à nous, par derrière, d'optimiser la diffusion de vos campagnes en fonction, encore une fois, de vos priorités commerciales. Si vous avez des produits à traiter plus agressivement dans ce contexte de la crise, si vous avez des produits que vous jugez plus intéressants à pousser que d'autres, si vous avez des produits que vous jugez plus intéressants parce qu'ils vous rapportent plus d'argent lorsqu'ils sont achetés, encore une fois, c'est pareil. Et puis, la dernière partie, c'est si vous avez des offres spéciales, par exemple, je sais pas, moins de 30% sur le click and collect sur ce produit-là, l'idée, c'est aussi de mettre en avant tout ce qui peut être offre spéciale sur ces derniers. Donc là, on a eu un panel assez global au final des must-have en quelque sorte pour la typologie donc de clients qui sont, enfin d'entreprises qui sont challengées et qui veulent justement focus leur campagne sur la performance et pour aller chercher justement de la rentabilité immédiate. Ensuite, la seconde catégorie, c'est tous les annonceurs qui sont à ce qu'on appelle transit. Donc eux, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, ils se rendent compte que l'impact du Covid peut être assez bénéfique pour leur marque ou du moins rester à ISO. Et du coup, ils peuvent continuer à activer des campagnes avec justement l'idée d'aller chercher potentiellement de nouveaux clients et de faire évoluer leur activité. Donc, l'idée, c'est de se dire que cette crise va potentiellement occasionner pour eux de nouveaux clients et l'idée, c'est de savoir où est-ce qu'on va pouvoir les adresser pour pouvoir justement faciliter la découverte de votre marque, augmenter du coup la portée et l'attention de vos campagnes en redirigeant sur des canaux que vous n'utilisez pas forcément, réinventer la façon dont vous planifiez vos campagnes et vos objectifs. Encore une fois, on reparle de l'omnicanal à l'e-commerce, mais également potentiellement d'une vision accès rentabilité à une vision qui peut être plus axée sur la prise de position sur votre image de marque, comme ça a été établi dans la première partie de ce webinaire. Identifier bien évidemment tous les leviers qui vont vous permettre de promouvoir ces changements et bien évidemment maximiser l'utilisation du machine learning pour couvrir au mieux votre diffusion et permettre justement à terme de segmenter des audiences et des catégories de clients. La première chose qui me semble pertinente à activer pour cette typologie d'annonceurs, ça va être tout ce qui va être les campagnes Dynamic Search Ads ou DSA comme on les appelle. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des campagnes qui vont se baser sur le contenu de votre site. Donc, c'est des campagnes qui sont un peu automatiques, qui sont générées à partir du contenu de votre site et qui est matché avec potentiellement des requêtes que vont taper les internautes.
L'idée de ce type de campagne, c'est pas forcément d'aller vers de la performance absolue comme pourrait être d'autres types de campagnes search qu'on peut trouver sur Google Ads. C'est vraiment de couvrir un potentiel de requête plus large parce que le constat, c'est que 15% des requêtes chaque jour faites sur Google sont inédites. Elles n'ont jamais été tapées avant. Et là, on est dans un contexte où justement, les annonceurs changent un peu leurs habitudes, changent un peu les questionnements qu'ils posent à Google et du coup, proposent de nouvelles se pose de nouvelles questions et du coup, si vous arrivez à créer du contenu sur votre site qui va répondre à ces questions-là, et potentiellement, vous allez driver un trafic et une audience incrémentale. Donc, bien évidemment, les DSA, c'est quelque chose à activer et qui performe bien en majorité pour les clients qui justement sont impactés plus positivement que négativement par la crise. Ensuite, au-delà de ça, il faut également diversifier son plan média en allant chercher des opportunités au-delà de tout ce qui est search, shopping et remarketing. Et notamment, un des points intéressants pour diversifier ça, c'est la vidéo. Donc, je fais un focus sur YouTube, mais ça marche aussi dans une moindre mesure pour Facebook. Tout simplement, la vidéo, on l'a vu, boom de trafic sur les plateformes social media et sur les plateformes vidéo. L'idée, c'est de se dire que ça fait une opportunité de prise de parole et une opportunité pour couvrir une audience qui va justement être dans une logique où elle va se distraire sur ces plateformes-là. Par contre, ce qui est intéressant avec YouTube, c'est qu'il offre des opportunités de ciblage qui sont assez intéressantes au-delà des performances. Lorsque vous activez des campagnes YouTube en complément de vos campagnes search, vous voyez que vos campagnes search vont pouvoir bénéficier tout simplement de l'impact de ces campagnes YouTube. Et en principe, on identifie un volume de plus 8% de volume de conversion sur le search, plus 3% de taux de conversion et moins 4% sur le coût du CPA. Donc, c'est quand même plutôt intéressant. L'idée, c'est juste de se dire que vous allez pouvoir travailler votre acquisition via YouTube à travers alors encore une fois, là, je parle de format spécifique, etc. C'est un must-have, vous pouvez utiliser d'autres choses. Toujours est-il que je trouvais intéressant de vous présenter les deux formats YouTube qui sont le YouTube for Action, qui va vous permettre d'orienter vos campagnes sur des micro-conversions et notamment avec un objectif de CPA cible et pas uniquement faire de la vidéo vue. Donc, encore une fois, c'est du CPA qui va vous permettre de rediriger du trafic sur votre site, de faire des abonnements à la newsletter, de faire toutes sortes de micro-conversions et les campagnes YouTube for Shopping qui vont vous permettre de mettre en avant vos produits en parallèle de vos vidéos. L'idée, bien évidemment, c'est d'aller capter de l'audience incrémentale en utilisant le ciblage Custom Intent, qu'on appelle le Custom Intent, et qui va vous permettre de cibler des internautes qui ont tapé des requêtes spécifiques sur Google sur les 7 derniers jours. Donc, c'est-à-dire que en fait, un internaute vous allez faire un ciblage par mots-clés, tout simplement, et vous allez cibler des personnes qui ont effectuer certaines typologies de requêtes sur Google. Et donc, du coup, ça vous permet d'avoir une double présence en plus du search. Si c'est des mots-clés que vous achetez déjà en search, de les retravailler également via de la vidéo avec ce ciblage Custom Intent. Encore une fois, l'objectif de cette typologie de campagne, c'est pas tant de générer à la fin des conversions ou quoi, c'est vraiment de créer de l'engagement plus que de la conversion. Et c'est pareil, lorsque je parle de YouTube for Action, je parle pas de mettre un CPA sur de la conversion parce que c'est un CPA qui est irréaliste dans le sens où les personnes qui vont sur YouTube vont pas consommer YouTube pour sortir de YouTube et venir faire un achat sur votre site. Ça arrive jamais, faut pas se faire d'idée. Par contre, ça peut marcher sur des objectifs qui sont moins importants, par exemple le trafic sur le site, l'abonnement à la newsletter ou tout type de micro-conversion que vous pouvez avoir sur votre site. Donc, l'idée, c'est bien évidemment de mettre un CPA, d'essayer de générer des actions et puis également de capitaliser sur le fait qu'on est quand même sur YouTube. Donc, on génère des vues et les vues qui sont générées sont également des audiences de remarketing qui peuvent être embasées et qui peuvent être exploitées pour plus tard. Donc, encore une fois, travailler l'ad sequencing, comme on l'appelle, et cumuler des audiences pour ensuite pouvoir les réadresser avec justement une méthode d'achat sur la vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que vous faites de l'acquisition d'audience avec des coûts à 0,02 centimes la vue, 0,03 centimes la vue, 4 ou 5 centimes la vue. Peu importe, ça vous coûtera toujours moins cher qu'un clic à 40, 30, 50, 75 centimes potentiellement. Voilà, vous pourrez générer beaucoup plus de vues et les réadresser et travailler plus vos audiences à terme. Ensuite, au-delà de ça, sur Facebook également, vous pouvez maximiser la vidéo, mais vous pouvez aussi maximiser le trafic avec justement des annonces qui sont spécifiques par rapport au contexte. Et on a vu une flopée d'exemples dans la présentation de Ça va Paris et justement, c'est ce qui marche et je vous conseille de prendre position. Si vous avez de quoi prendre position sur ces typologies de messages, n'hésitez pas. Et également, utilisez pourquoi pas les campagnes pour messages. Alors, il faut savoir que c'est un format pour lequel je ne suis pas vraiment fan, mais dans ce contexte-là, en effet, ça peut créer un point de conversation avec vos prospects et vos clients et par conséquent, ça peut être une opportunité de créer du dialogue et de répondre à leurs attentes et de
encore une fois, limiter ces frictions qui sont des freins à l'achat et qui peuvent être résolus uniquement en créant de la conversion avec vos prospects et vos clients. Pour conclure, je terminerai juste sur le fait qu'au-delà des campagnes, bien évidemment, il faut garder à l'esprit que votre site reste le principal portail pour informer votre clientèle. Donc là, n'hésitez pas, notamment lorsque vous êtes un e-commerce, à ajouter des informations sur votre façon d'agir par rapport à la crise, que ce soit avec un bandeau que vous retrouvez sur la home page, voire sur toutes les pages du site. Toutes les informations que vous pouvez avoir sur les pages produits, au niveau des stocks, au niveau des délais de livraison, etc., n'hésitez pas à les renseigner pour justement, encore une fois, favoriser l'information et puis limiter la déception. Et même au-delà de ça, vous pouvez mettre en place des mécaniques d'emailing lorsqu'une commande est passée pour informer justement sur la progression, sur le contexte, en disant, voilà, votre commande va peut-être mettre un peu de temps à être livrée, etc., mais on s'en occupe, nos équipes sont dessus, etc., et vous pouvez rester informé via notre messagerie ou via via une adresse mail, etc., etc. Au final, en résumé, si on doit résumer comment adapter ces campagnes Facebook Ads et Google Ads jusqu'à la sortie de la crise, ça se résume en 5 points. Donc, soyez agiles et proactifs au niveau du ruissellement du store vers le digital pendant cette période-là, et puis anticipez également la bascule du digital to store et préparez à justement régénérer du trafic en magasin, mais adaptez-vous au contexte de crise. Adaptez vos KPI pour justement répondre aux comportements exceptionnels et pour être justement en capacité de réinventer votre mix marketing, aller peut-être sur des objectifs qui vont permettre de cumuler des audiences et de travailler vos prospects dans la durée plutôt que d'essayer de faire des conversions directement. Ne cédez pas à la panique et ne coupez pas totalement vos investissements médias. Il vaut mieux, encore une fois, peut-être plus réduire les investissements, quitte à garder le strict minimum, mais ne pas tout couper parce que la reprise avec le machine learning peut être assez douloureuse et du coup, ça vous pénaliserait au moment de la reprise. Adaptez vos messages aux problématiques de consommation spécifiques, rassurez, communiquez et soyez transparents. Et enfin, vous avez peut-être l'opportunité d'aller chercher de nouveaux clients par rapport à ce contexte-là. Donc, l'idée, c'est de diversifier un peu votre prise de parole pour justement les engager, aller chercher de l'engagement, aller chercher des audiences que vous pouvez cumuler, des audiences de remarketing que vous pourrez réadresser par la suite en fonction des nouveaux comportements de consommation à venir. Voilà. C'était tout pour moi. Je finirai juste sur la dernière partie, c'est qu'aujourd'hui, chez Cybercité, on édite pas mal de livres blancs, notamment qui recoupent sur pas mal de sujets que je viens d'aborder. Donc, ça ne parlera pas du Covid parce qu'ils ont été réalisés avant. Par contre, on a un livre blanc sur Google Ads, on a 2 livres blancs, un livre blanc en 2 volumes sur les stratégies médias en ligne et 2 livres blancs sur le Digital to Store, qui apportent des informations assez complémentaires à ce que je viens de dire parce que je n'ai pas eu le temps de tout développer, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a plein de contenu sur tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre page et le télécharger. Je crois qu'Anouk va la mettre en copie, dans la conversation. Oui, je vous mets la page. Merci beaucoup, Vincent. Je vous mets la page, le lien direct dans l'onglet Converser vers les livres blancs. Et chose importante également, je vous mets tout de suite le lien du site ça pour que vous ayez aussi toutes les infos sur le travail et les expertises de Karine et Valéria. Est-ce qu'on peut passer peut-être aux questions, aux éventuelles remarques? Il reste du monde, Anouk? 26 participants? Est-ce qu'on a décimé tout le monde avec nos longues prises de parole ou est-ce qu'il reste des gens? Alors, il y a eu des gens qui sont partis, d'autres qui sont revenus. Il y a eu pas mal de voyages, mais voilà, je pense que après j'ai vu qu'il y avait des gens effectivement qui réagissaient aussi un peu en live. Donc voilà, s'il y a des questions, des remarques, je pense qu'on est tous preneurs.